Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de travaux pratiques du service RDS. Alors, on va passer du côté de la console, on va pouvoir provisionner une instance de base de données pour la mettre à disposition de nos administrateurs de base de données et voir un petit peu comment ils se débrouillent avec. Alors, nous voici arrivés sur la console. RDS est bien sûr un service de base de données que l'on va retrouver dans l'univers base de données. On va cliquer directement sur RDS. Alors dans le menu, ce qu'on peut noter, c'est que Amazon présente une version Aurora de sa base de données maison, qui est une base de données professionnelle compatible avec MySQL et Postgre, et dont le coût d'utilisation commence à moins d'$1 par jour. Voilà, donc pour information, Aurora prend en charge jusqu'à 64 Tera de capacité de stockage avec scalabilité automatique et réplication à 6 nœuds sur 3 zones, ainsi que 15 réplicas de lecture de faible latence. Comme on l'avait vu, les réplicas de lecture servent à provisionner des instances à réplication asynchrone qui vont permettre de soulager le serveur principal, la base de données principale, pour les interventions, les requêtes en lecture exécutées par les utilisateurs. Alors également, on peut noter qu'on peut restaurer un cluster DB Aurora depuis des instantanés réalisés dans S3, donc les sauvegardes qui sont faites dans S3 peuvent permettre directement de provisionner un nouvel environnement à partir d'une sauvegarde, ce qui peut être très utile pour les environnements de pré-production et de développement. Alors comme d'habitude, pour provisionner une instance ou créer une base de données, il y a toujours une fonction toute simple, créer une base de données, mais d'abord j'attire votre attention sur ce service d'état des services qui permet de voir que le statut actuel de la région Paris est nominal, tout fonctionne normalement. Alors ça vient du tableau de bord, puisqu'AWS maintient une console de supervision globale qui est liée aux différents continents. Et du coup, on peut voir sur la plaque nord-américaine que voilà, toutes les régions par service affichent leur état. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que si on cherche à avoir la santé d'un service sur une page personnalisée, on peut suivre le flux RSS. Pour les développeurs qui veulent se créer une page web avec uniquement que quelques indicateurs. Et sinon, vous avez aussi votre page personnelle, très importante page personnelle, qui va vous permettre de suivre les incidents de votre région. Donc les incidents, bien entendu, sont filtrés et vous pouvez rajouter vos propres filtres. Toutefois, si vous voulez cliquer pour avoir l'historique, voir tous les problèmes qu'il y a eu sur votre région, eh bien vous avez ici l'intégralité des incidents qui ont été créés par AWS, par leur équipe de supervision qui donc crée des incidents sous forme de tickets. Et ici vous avez le post-mortem, c'est-à-dire ce récapitulatif de l'incident, pour savoir ce qui s'est passé. Donc eux, ils disent qu'ils ont détecté voilà, une augmentation du taux d'erreur sur RDS Management Console sur la région US East 1, et on voit ici que il s'agit de latence sur l'API, et du coup ils ont clôturé l'incident puisqu'ils ont trouvé la cause, et ça a duré voilà, de 6h51 à 9h16 du même jour. Donc si on regarde les autres incidents, on se rendra compte qu'en général ils mettent quelques minutes, mais ça peut arriver que le problème soit un peu plus long. Vous voyez ici, alors bien entendu, ils sont transparents sur le fait que un cloud, ça n'est pas magique. Ce que la partie des services managés qui prennent à leur charge, évidemment, ils rencontrent les mêmes problèmes que ceux qui sont dans des data centers, dans des centres de données privés, qui sont
auxquelles les équipes informatiques sont confrontées. Et voilà, la transparence veut que vous soyez informés. Alors toutefois, étant donné qu'on est dans le cloud et que les bonnes pratiques sont appliquées, théoriquement, si vous répartissez votre charge de travail sur les différentes zones de disponibilité, vous ne rencontrez jamais d'interruption de service. Vous pouvez avoir potentiellement une bascule d'activité, puisque il y a des problèmes qui sont rencontrés sur une zone de disponibilité dans une région. Toutefois, le route DNS, le load balancer vont s'arranger pour rediriger l'activité vers les ressources qui sont toujours disponibles. Donc voilà, petit coup d'œil simplement pour dire que la transparence est ici et que vous pouvez suivre en temps réel les incidents et surtout avoir une idée de ce qui est en cours en ce moment dans votre région et vous pouvez le suivre naturellement directement. Alors après le tableau de bord de l'état des services, on va enfin pouvoir créer une base de données. Donc on a la possibilité de créer des bases Aurora, MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle ou SQL Server. On se souvient que Amazon Aurora est compatible MySQL ou Postgre, donc vous pouvez importer vos bases de données compatibles dans Aurora avec l'outil de migration RDS. Ici, si vous importez de l'Oracle et du SQL Server, vous allez être soumis à des licences, donc en fonction du standard ou de l'entreprise, que ce soit pour Oracle ou pour SQL Server Microsoft, lisez bien les contraintes liées aux licences en fonction des instances que vous sélectionnez. Voilà. Nous, on va sélectionner MySQL. Ici, on peut faire en sorte de n'activer que les options éligibles pour le niveau d'offre gratuite, mais vous inquiétez pas, on va créer quelque chose de tout à fait compatible et à la fin de l'exercice, on le supprimera. Alors ici, du coup, on va pouvoir créer un environnement de test, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus la main sur le paramétrage, puisque si on utilise de la production, on risque d'avoir directement une sorte de cluster multi-zone de disponibilité, et c'est pas du tout ce que l'on veut, que ce soit sur de la prod MySQL ou Aurora, on sera pareil. Donc ici on le voit en plus, cette instance est conçue pour une utilisation en dehors de la production ou sous le niveau d'utilisation gratuit RDS. Donc là on est parfaitement dans les clous. Alors on clique sur suivant. Donc d'abord on va faire un petit point sur le calculateur mensuel. Alors lorsque l'on arrive sur le calculateur, habituellement on est en anglais, donc là c'est aussi le cas. Donc vous allez en haut à droite et vous pouvez le passer en français. Donc l'objectif est très simple. Et très instructif, c'est-à-dire que à la fois vous allez sélectionner votre région, puis les instances, le stockage, route 53, les volumétries de données qui vont transiter à travers CloudFront, la volumétrie des bases de données, le nombre de transferts de gigaoctets que vous allez faire rentrer ou sortir. Et du coup, vous allez apprendre beaucoup de l'optimisation des paramétrages et du coup avoir un tableau qui va se présenter sous forme d'un Excel que vous pourrez directement exporter au format CSV. Et vous allez pouvoir présenter à votre direction directement les estimations pour un projet donné pour le déploiement ou le test d'une application particulière. Et c'est très pratique et très utilisé et surtout très instructif. Alors dans ce cas de figure, on est sur un moteur MySQL, on a la Community Edition, on va utiliser la licence générale publique. La version du moteur, alors c'est la 5.7.2 par défaut, mais vous voyez, il y en a quelques-unes, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez dans le cadre de votre travail, ça peut être nécessaire en fonction de la version que vous avez. Les limites et problèmes connus, bah ça en fait on a eu AWS reçoit énormément de retours utilisateurs et du coup il les centralise et se servent du cadre des remontées utilisateurs pour définir les bonnes pratiques. Et là dans le cadre d'un service, les bonnes pratiques tiennent compte
justement des problèmes rencontrés sur différents cas d'usage. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les limites et les problèmes connus. Dans l'offre gratuite, on sera limité à 20 Go, donc tout simplement parce que le stockage alloué de 20 Go, c'est le minimum pour une instance RDS. On va conserver le T2 micro par défaut. Si c'est pas le cas, vérifiez bien que vous êtes bien en T2 micro. Un vCPU, 1 Go de RAM. Ne sélectionnez pas une T5 ou une R5 large. Voilà. Le déploiement multi-zone de disponibilité, on va le laisser sur non. On va pas utiliser de stockage en IOPS provisionné, on va utiliser du SSD normal. Voilà, donc on a une estimation les prix sont donnés en général en hors taxe en dollars, donc de 16,50 € pour un mois, pour une instance voilà, de ce type. Alors, les paramètres, on va donner un nom à notre instance, donc moi je vais utiliser UdemyDB, je vais utiliser ADM001 pour l'utilisateur, je vais rentrer un mot de passe, je vais faire en sorte de ne pas me tromper, et on va passer à la suite. Donc dans la suite, on va sélectionner notre VPC, on va laisser créer un groupe de sous-réseau dédié aux bases de données. On ne va pas donner d'accès public. On va choisir la zone de disponibilité numéro 1. On va laisser un groupe de sécurité qui va paramétrer automatiquement les ports nécessaires à la connexion. Ensuite, nous allons avoir droit de choisir un nom pour la base de données. Donc ce coup-ci, je vais l'appeler BDD pour base de données. Ici, le port, on peut le modifier. Du coup, le groupe de sécurité se mettra en adéquation. C'est pas obligé d'utiliser le 3306, mais étant donné que c'est le port par défaut, je vais le laisser. Et on va laisser par défaut le reste. Alors, voilà. Les authentifications, on va les laisser sur désactiver, on va pas utiliser IAM. Le chiffrement ne va pas l'activer. La sauvegarde, on va positionner 0 jours. Tout simplement parce qu'on va juste faire un test. La supervision en surveillance améliorée qui entraîne des frais, donc on va la laisser désactiver. Et l'exportation des journaux, la maintenance, on va la désactiver. Et la fenêtre de maintenance, de toute façon comme on l'a désactivée, c'est pas important. Mais cette fenêtre de maintenance, c'est étant donné que les services AWS ont pris en charge tout ce qui est administration et ce métier de IT, de l'environnement, de l'infrastructure, du coup ils ont besoin de plage horaire pour pouvoir appliquer les patchs, redémarrer les machines, voilà, donc il y a besoin soit de leur laisser la liberté de faire quand ils veulent, parce que de toute façon vos instances et vos architectures sont clusterisées, réparties, tolérantes à la panne, etc. Donc du coup, automatiquement, il y aura des bascules qui seront effectuées. Soit vous décidez de sélectionner une fenêtre dans laquelle vous éteignez ou vous n'avez plus de production, et donc à ce moment-là, eux, ils interviennent dans ce que vous avez spécifié. La protection contre la suppression, on ne va pas l'activer, on va tout de suite supprimer l'instance après l'exercice, et maintenant on va pouvoir cliquer sur créer une base de données. Donc là on voit le groupe de sous-réseau qui a été créé dans le VPC 008D54, on va aller vérifier que c'est bien le nôtre, et votre instance de données est en cours de création. Alors contrairement à une instance EC2, les instances RDS sont un tout petit peu plus longues. Vous imaginez bien qu'il y a des données utilisateurs, c'est-à-dire le bootstrap, vous vous souvenez, quand on descend, quand on installe, qu'on provisionne une instance EC2, on a la possibilité de rajouter des scripts au démarrage, et nous on avait rajouté par exemple install, yum-update-y, yum-install httpd-y, un chkconfig httpd.on pour s'assurer que le service démarre bien, ensuite un service start du service, et du coup on imagine que pour le déploiement d'un MySQL, il y a tout un tas de lignes de commande qui sont effectuées pour déployer le paquet, pour configurer l'instance, sélectionner le port, rentrer l'utilisateur qu'on a choisi, et tout ça voilà, est automatisé. Donc là on va afficher les détails de l'instance de base de données,
Et la voici, donc elle est en statut cours de création. On a ici un petit peu de métrologie, donc comme elle n'a pas démarré, tout est à 0. Et ici, on va voilà, avoir le résumé, son ARN, son moteur, etc. etc. Et ici, on aura fait le tour. Alors, on va retourner sur notre tableau de bord. Et dans notre tableau de bord, on va voir que maintenant, on a une instance avec 20 Go de stockage alloué sur 100 Tera possible. Et si on sélectionne la table, elle est encore en cours de création. On va mettre pause. Donc voilà, il a fallu environ 3 minutes pour le provisionnement de l'instance. Maintenant, si je clique sur directement le lien accessible, eh bien, je vais pouvoir avoir un résumé. Et surtout, je vais avoir le point de terminaison. Alors, le point de terminaison, c'est une entrée route 53 qui va me donner un accès directement à la console à l'intérieur de mes sous-réseaux. Et étant donné qu'on n'a pas d'accès public, vous voyez ici c'est marqué non, et sur le port 3306. Alors ici il a été créé un groupe de sécurité pour l'occasion. Alors dans ce groupe de sécurité, vous allez avoir quelque chose de différent de ce que l'on va voir ici. C'est qu'en entrant, vous allez avoir vous normalement votre adresse IP. C'est-à-dire que au lieu d'avoir comme moi l'internet, puisque moi je l'ai modifié, puisque en fait il sélectionne votre adresse IP sous le format 89.89.89.89 par exemple, slash 32. Alors le slash 32 c'est par opposition au slash 0. On avait vu d'accord que on pouvait aller dans la création d'un VPC entre le slash 16 qui était le plus grand nombre d'adresses IP disponibles jusqu'au slash 28 qui était le plus petit. Ça c'était pour la création des sous-réseaux. Toutefois, ici, lorsqu'on met un slash 32, ça sous-entend qu'il n'y a uniquement que cette adresse puisque le masque sera sur 255 pour le premier octet, 255 deuxième, 255 troisième, 255 pour le quatrième. Ça veut dire que tous les bits sont à 1 et donc on est en slash 32. Et le slash 32 veut dire qu'il n'y a que cette IP, donc la vôtre en l'occurrence, puisque par défaut c'est ce qui doit être sélectionné. Et moi par opposition, du coup, j'ai ressaisi le... Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que, étant donné que je suis dans un sous-réseau privé, que je n'ai pas d'accès public, eh bien personne ne pourra accéder à cette instance, d'autant plus que je ne vais m'en servir que durant la réalisation du test. Alors, pour verrouiller de la même façon qu'on peut verrouiller avec une seule adresse IP en slash 32, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement retourner voir les instances dont on dispose, pardon, les instances, pas le VPC, les instances dont on dispose dans notre VPC, le serveur web qui lui va me permettre d'accéder à mon serveur de base de données et de vérifier son adresse IP privée. Donc je vois qu'ici il a la 10.1.16. Donc si je la copie, qu'ici mon instance je la démarre puisque c'est elle qui va me permettre de tester la connexion à mon autre instance de base de données, et que je retourne dans mon RDS, dans mon instance, sur mon instance de base de données, et que je retourne dans son groupe de sécurité, et qu'en entrant je ne valide pas internet mais que je valide cette adresse IP slash 32, à ce moment là je supprime l'IPv6, je ne vais laisser que l'IPv4, et donc là, j'ai entièrement sécurisé mon serveur de base de données, c'est-à-dire que si la connexion ne provient pas de cette adresse IP, alors elle sera refusée, catégoriquement. Alors voilà, je viens de lancer mon instance qui est dans mon sous-réseau public, qui a une adresse privée que j'ai ajoutée dans mon groupe de sécurité de mon instance RDS, et mon instance RDS est démarrée, donc je vais pouvoir tenter une connexion avec le client MySQL.
Alors pour ce faire, déjà, on va passer en admin directement avec une commande sudo su, comme ça on est en route, on est en super utilisateur, et on va déjà vérifier, on peut faire un yum update si nécessaire. Et voilà. Ensuite, on va faire un yum install MySQL. Yes. Et voilà. Dans notre service RDS, on va retourner voir notre instance, notre base de données, et on va récupérer le point de terminaison et le port. Donc voilà, je vais faire un clear. Ensuite, on va sélectionner l'ordre, tout simplement MySQL. On va avoir le -u pour moins utilisateur, étant donné que j'ai sélectionné admin 001. Ensuite, -h pour avoir la cible qui va être mon point de terminaison. On aurait pu mettre l'adresse IP. Donc là, on va utiliser UdemyDB, etc., c'est amazon.com, qui, je vous le rappelle, est résolu par Route 53, qui permet aux ressources à l'intérieur d'un VPC de se retrouver à partir de noms de domaine, et un -p pour donner quel est le nom de la base de données que j'avais appelée Udemy BDD. Et là, je vais pouvoir faire entrer, et là, il va me demander mon mot de passe, le mot de passe de l'utilisateur ADM001 que j'avais entré. Et là, et bien voilà, on est welcome to the MariaDB Monitor, c'est-à-dire que moi j'ai utilisé le paquet yum install MySQL qui en fait est en version actuelle sur MariaDB. Voilà, donc cette première session de travaux pratiques touche à sa fin concernant le service RDS. Je vous invite quand même à rester avec moi puisque la deuxième session va être très rapide et on va juste s'assurer à la fin de la seconde session de bien tout supprimer, toutes les ressources qui auraient pu être créées par le service RDS afin de s'assurer que notre facturation est bien toujours à 0. Donc je vous dis à tous, à tout de suite.